Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui nous concerne un peu tous, Instagram, et surtout son impact sur notre rapport à la réalité. Oui, cette quête du selfie parfait, le flux infini de vie qui semble idyllique. Exactement, et ça nous amène à la question, est-ce que l'image a fini par en quelque sorte manger le réel ? C'est une excellente question. Et pour y voir plus clair, on peut effectivement se tourner vers Jean Baudrillard. Oui, et son fameux concept de simulacre. Alors pour commencer, c'était quoi exactement le simulacre pour Baudrillard ? Mais en gros, le simulacre, c'est une image, un signe, qui ne fait pas que représenter la réalité. D'accord. Il va plus loin. Il finit par la masquer, voire même la remplacer totalement. La remplacer, carrément. Oui, il a une phrase assez forte là-dessus. Le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité. C'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Ah ouais, c'est percutant. En gros, la copie devient tellement présente, tellement parfaite, qu'on oublie l'original. Ou même qu'il y a eu un original un jour, quoi. Et là, le lien avec Instagram semble assez direct, non ? Ah bah oui, complètement. Instagram, c'est une sorte de fabrique à simulacre géante. Chacun y construit une version choisie, filtrée, parfaite de sa vie. C'est plus la photo de vacances, c'est la simulation des vacances idéales. C'est exactement ça. L'affaire Gabi Petito, qui est mentionnée dans la source, bon, c'est un cas extrême, tragique, mais ça illustre bien ça. Le décalage terrible entre l'image projetée sur Insta, le couple heureux, l'aventure et la réalité sordide derrière. Ça montre la puissance de ces réalités alternatives qu'on peut construire en ligne. Et Baudrillard ne s'arrête pas là, il parle aussi de hyper-réalité. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, l'hyper-réalité, c'est l'étape d'après, si on veut. C'est quand la simulation, l'image, devient plus réelle, ou en tout cas plus désirable que la réalité elle-même. Plus désirable ? Oui. L'exemple classique, c'est Disneyland. Un monde créé de toutes pièces pour être mieux que le monde réel. Plus propre, plus magique. Ah oui, je vois l'idée. Un réel amélioré, en quelque sorte. C'est ça. Et sur Instagram ? C'est l'algorithme qui nous fabrique notre petite Disneyland perso. Exactement. L'algorithme nous enferme un peu dans une bulle de contenu qui flatte nos désirs, nos attentes. Et ça renforce cette hyper-réalité sur mesure. Le flux devient un monde optimisé, souvent bien plus attirant que le quotidien. Tu as 10 exemples concrets de ça sur la plateforme ? Ben oui, plein. Pense à la nourriture au resto. On prend la photo parfaite avant même de goûter. L'image, le signe de l'expérience. Devient presque plus important que le goût lui-même. Voilà. Ou les influenceurs voyagent, avec leur vie glamour, nickel. On oublie la fatigue, les galères possibles, le banal. Les filtres aussi, qui lisent tout, qui créent des versions améliorées de nous-mêmes. Tout à fait. Et même les stories, c'est une sorte de performance constante pour montrer qu'on a une vie instagrammable, excitante. Et ça peut nous éloigner de l'expérience vécue finalement. On comprend bien le mécanisme. Mais alors, ça a quelles conséquences tout ça ? De vivre un peu en permanence dans ces simulacres ? Les conséquences peuvent être assez profondes, oui. D'abord sur le plan individuel, la source parle beaucoup de la comparaison sociale. Ah oui, on se compare à des idéaux, souvent inatteignables. Exactement, et ça peut jouer sur l'estime de soi, créer de l'anxiété, ce sentiment de n'être jamais assez bien, jamais à la hauteur. Et si on regarde plus largement, au niveau de la société, ça donne quoi, hein ? Si chacun vit dans sa bulle, son hyper-réalité... Là, il y a 2 gros risques qui sont souvent pointés. D'abord, ça facilite la désinformation. Logique. Si le vrai est déjà flou, Bah oui. distinguer le vrai du faux devient encore plus compliqué. Et ensuite, ça peut accentuer la polarisation. Comment ça ? Si nos réalités façonnées par les algos deviennent trop différentes, trop étanches, comment on fait pour discuter, pour trouver un terrain d'entente ? Chacun reste dans sa version du monde. C'est assez vertigineux comme constat. Bon, mais j'imagine qu'on ne reste pas juste sur ce constat. Il y a des pistes, des choses à faire. Oui, heureusement. L'idée, c'est pas forcément de tout quitter, mais plutôt d'adapter une posture plus consciente, développer une sorte de regard critique, se demander pourquoi on montre ça comme ça, quelle est l'intention. C'est une sorte d'hygiène mentale, en fait, pour naviguer dans cette hyper-réalité. D'accord. Et au-delà de la prise de conscience ? Il y a aussi l'idée de réinvestir activement le hors-ligne. Cultiver les relations réelles, les expériences tangibles, qui ont leur propre valeur irréductible à une belle image. Retrouver un équilibre, en somme. Oui, choisir où on met son attention, son énergie. Ne pas être juste un consommateur passif du flux, mais essayer d'organiser ses expériences
numérique et réel, selon ce qui compte vraiment pour soi. Donc un équilibre délicat à trouver entre l'attrait de ces mondes simulés et puis ce besoin fondamental d'authenticité qu'on a tous, je crois. Absolument. Et ça nous laisse avec une question de fond qui est bien soulevée dans l'analyse d'ailleurs. Vas-y. Dans ce monde où l'image, la simulation prend de plus en plus de place, comment on fait délibérément pour cultiver des liens et des expériences authentiques, celles qui nous nourrissent vraiment au-delà de l'écran? C'est une vraie question essentielle pour notre époque. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur nos propres usages, notre rapport au réel.